Comment ça va? Comment allez-vous? Nous commençons avec les informations sur ce qui se passe dans le monde. Eh bien, une image étrange aujourd'hui. Le pape François, le pape Léon XIV. Serait-il donc en train d'observer cette Ferrari électrique, une Ferrari qui a suscité la controverse allant même jusqu'à faire chuter les actions de Ferrari? Mais bon, évidemment, c'est un design qui, ne ressemble pas à une Ferrari, c'est-à-dire qui ne ressemble pas à la Ferrari typique plus agressive, mais qui paraît très subtil, disons, avec des lignes très épurées. Ça ressemble à tout sauf à une Ferrari. Mais bon, au final, comme c'est une marque italienne, normalement, ce genre de voiture est très lié à, disons, la fierté et la passion italienne. Et bon, normalement, à d'autres époques aussi, les papes précédents visitaient ou on leur apportait une nouvelle voiture, souvent on leur en faisait cadeau. Je m'imagine déjà le pape Léon XIV. Il fait un tour dans Rome ou au Vatican, ou du moins, il fait quelques donuts par-ci par-là. On est déjà en train de lui expliquer à peu près comment conduire. Et je pense qu'avec l'influence qu'il a, aussi bien sur le plan spirituel que politique, il pourrait peut-être rouler à des vitesses impressionnantes, non? Mais bon, en attendant, la Ferrari blanche, qui normalement devrait être rouge, bien sûr, parce que c'est celle du pape, non? On a dû la lui offrir, non? Que se passe-t-il? Eh bien, peut-être, parce que j'ai vu qu'ils en ont présenté une orange-rouge, qui était la couleur classique, bien sûr, et aussi une bleue, et puis celle qu'ils ont montrée au pape, qui est blanche, n'est-ce pas? Blanche avec du noir. Elle était bien blanche? Oui, elle était blanche, oui. Oui, blanche avec... Normalement, elle était blanche? Oui, non, trop cool. Il a accéléré. D'après ce qui est rapporté, face aux critiques, le PDG de Ferrari a déclaré « La véritable innovation n'est pas démocratique. Les idées révolutionnaires naissent rarement d'un consensus immédiat. » Et en ce sens, c'est vrai, ce qui est innovant, ce qui est disruptif, est normalement très critiqué. C'est aussi une réalité. N'importe lequel. Toute personne ayant un lien avec quelque chose de créatif comprendra ce sujet. C'est très courant, non? Je vous disais l'autre jour que la tour Eiffel, a été fortement critiquée. Ils voulaient qu'on la démolisse quand ils l'ont construite là-bas en France. Les Français étaient alors très en colère et maintenant, c'est un symbole qui attire des millions de touristes à Paris. Aussi, le Cybertruck lui-même, même si celui-là continue d'être critiqué. Mais qui sait, à l'avenir peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas, dans un avenir très lointain, comme des milliards d'années, peut-être? Peut-être, n'est-ce pas? Peut-être que ça sera vu comme quelque chose d'innovant. En attendant, il y a aussi une autre image qui surprend, cela se passe à Coahuila. Chez toi. Où, oui, exactement, où il signale, une remorque, une tornade. Tour, là le Wakan, le Wakan. Exactement, là nous générons nous-mêmes les tornades, donc, pour produire de l'énergie. Nous avons une technologie très avancée qui n'était pas compréhensible pour le commun des mortels, n'est-ce pas? Regardez ici comment il rit. Vous ne pouvez pas imaginer comment c'est là-dessous. Nous avons tout le dispositif. Que de la poussière en suspension dans l'air. Tout, la poussière est dehors, n'est-ce pas? Pour les mortels, n'est-ce pas? Pour qu'ils soient, voilà. Les visiteurs, les touristes, n'est-ce pas? Les touristes qui viennent pour ça s'enthousiasment avec la petite tornade. Regardez le petit tourbillon, regardez le petit tourbillon. Il est là. Celle-ci aussi, une autre image parmi les surprenantes. Aujourd'hui, c'est ce moment, c'est ça, là. Aujourd'hui, Mexique, aujourd'hui on a eu des phénomènes étranges. Ça a aussi fait le tour du monde. Et c'est que, dans la cour de ma maison, c'est particulier, il leur est apparu qu'est-ce que c'est? C'est comme une source thermale, non? Un geyser, on en reparlera plus tard avec plus d'informations, puisque l'UNAM a déjà d'ailleurs... Tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se trouve qu'à Michoacán, les géologues de l'UNAM vont déjà étudier ce phénomène. Un geyser a jailli. Là-bas, il y avait... C'est une maison, c'est la cour. Dans la cour, ils ont des enclos pour les cochons. C'est un village qui s'appelle El Salitre. Le nom est très approprié et a suscité beaucoup de curiosité, n'est-ce pas? Comment ne pas l'être, bien sûr? Bien sûr, c'est impressionnant, la nature surprend. Mais le plus fou, c'est que ce soit la cour. Et ça a été très rapide, dit la coordination de la protection civile de l'État, celle qui s'occupe de toute cette affaire, qui a commencé dans la nuit de lundi. Oui. Ils se sont réveillés, les cochons étaient déjà cuits. Je ne te crois pas, sincèrement? Non. Non, je plaisante, mais c'est... Non. Les cochons sont intelligents et s'échappent aussi. Ils s'échappent et le Michoacán connaît une forte activité géothermique depuis des décennies. Il faudrait voir comment l'utiliser et en tirer profit. À quoi cela peut-il servir? Pour commencer, le tourisme, je ne sais pas, le fait est que
C'est une zone, comme tu dis, connue pour toute cette activité, évidemment. Alors, dans ce genre de cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, La famille, malheureusement, a dû être évacuée. Elle ne peut pas rester là. C'est une petite ferme où un périmètre de 30 mètres de rayon a déjà été installé pour éviter qu'il y ait des accidents. Pour éviter que les gens n'entrent, parce que vous savez bien, eh bien voilà, il faut se rappeler du gouffre, celui-là où on allait même jusqu'à faire du pain, à mettre en place un circuit et des bus, tout ça pour que les gens puissent aller voir le gouffre. tu sais, toute une industrie autour du gouffre de Puebla, non? On envoie un salut à tous les habitants de Puebla, aux habitants du Michoacán et à tout le monde. On vous envoie un énorme salut. Si vous nous regardez, eh bien, recommandez-nous. Recommandez-nous là-bas aussi. Et, Tu sais, mais ça peut atteindre des hauteurs élevées. C'est pour ça que c'est vraiment préoccupant et dangereux. Le bouillonnement atteint environ 8 mètres, c'est-à-dire de l'eau et du gaz. Et ce qui n'est pas... écoute, j'ai déjà bien maîtrisé ce sujet à Coahuila. Tu crois qu'il n'y en a pas? Les volcans sont sous terre, on s'en sert pour l'énergie thermique là-bas. Sujet aussi. Eh bien, après, une fois que tu auras le green card, je t'emmènerai faire un tour. Je n'ai pas de boîte automatique. Celui-ci n'est pas automatique, n'est-ce pas? Aussi une autre image, n'est-ce pas? Ce qui attire l'attention aujourd'hui, c'est que, eh bien, ces attaques ou ces mouvements de drones de la Russie vers l'Ukraine continuent de se produire. Cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est tombé ou il a attaqué comme ça, tout simplement? Ou qu'est-ce qui s'est passé avec ça, celui-là? Ici, on voit comment les Ukrainiens neutralisent le Shahed. Il le désactive sur le... Ils le désactivent en vol et ils attaquent une zone agricole. Vous voyez, ils aiment attaquer tout ce qui n'est pas militaire. Tout ce qui concerne les civils, eh bien, cette neutralisation est donc effectuée en plein vol. C'est en partie ce qui est trop montré aujourd'hui, ainsi que cette image. Ce que nous voyons ici, c'est à la Maison-Blanche. Regardez, rien de moins là-bas à Washington, ils préparent une arène de l'UFC. Imaginez-vous, quelle folie, quelle époque, juste à côté de la Maison-Blanche, comme si tout était si sûr, n'est-ce pas? C'est-à-dire... Ils viennent d'essayer de tirer dans l'hôtel, Hilton, et ça, eh bien, c'est également là. Oui. Et il y avait 500 personnes qui allaient là. Oui. Ici, il y aura plus de 1000 personnes. Oui. C'est-à-dire, 5000 personnes, imaginez-vous. 5000 personnes à l'intérieur de la Maison-Blanche. Oui, ils vont vérifier je ne sais pas quoi. Oui, c'est ce qu'ils disaient aussi pour l'hôtel Hilton, et vous avez vu ce qui s'est passé. Voyons, la Maison-Blanche prépare une arène. Ils sont en train de la construire comme s'il n'y avait pas de lendemain, et sûrement qu'ils vont annoncer que cette arène va servir à avoir des combats. Une énorme cage, non? Une arène pour voir, ils disent que Trauma va aussi se battre là-bas. non, ça ressemble de plus en plus au film New-Yorker. Vous vous souvenez? Oui, bien sûr. Il y a aussi un combat là-bas, devant la Maison-Blanche. Non, non, ils ont déjà pris ça comme base. Je pense que oui. Le truc, c'est que Trump sera là, évidemment, en train de profiter des combats pendant qu'il marche à côté, et il peut aller au bureau ou faire n'importe quoi. Pendant que la guerre a lieu, parce qu'ils estiment que la guerre est pratiquement en train de commencer en ce moment, ils pensent qu'il va y avoir une situation très étrange, où il y aura un événement de l'UFC, des combats, et en même temps, il donnera des ordres du genre « tire ici, attaque là-bas ». Ce serait vraiment hallucinant. Regardez, il y aura 5000 personnes qui seront spectateurs, mais ils vont installer un écran géant qui s'appelle Eclipse pour qu'il soit dans la zone sud de la Maison-Blanche. Et là, dans la zone, rien que dans la zone sud, il y aura 80 000 personnes supplémentaires. C'est vraiment une immense foule. Je dirais que, enfin logiquement, d'après ce qui s'est passé, Trump devrait être emmené ailleurs, non? Qu'il l'emmène à Miami ou ailleurs, on verra bien. C'est une bulle, ça ne se passera pas ainsi. Oui, il y a beaucoup de monde là-bas. Contrôler cela ne sera pas facile, mais ces idées semblent soudain être une blague. Sincèrement, c'est une blague. Eh bien, oui. Bon, c'est juste pour rappeler que tout ce spectacle est pour célébrer les 250 ans de l'indépendance des États-Unis. Eh bien voilà, non? C'est une façon de célébrer. Et aussi, eh bien, une autre des images, enfin, ça c'est une autre image, mais celle de la reine, en noir. La grue là en train de placer les choses. Pendant ce temps, je crois qu'on a une autre image. C'est celle-ci. Qu'est-ce qui s'est passé là? Eh bien, c'est un séisme, c'est le séisme. Non, non. Non, ce n'est pas le séisme, c'est qu'on t'a envoyé. Non, si. Oui, c'est un séisme qui a frappé le Pakistan de magnitude 4,8, pas très fort. Mais bon, contrairement au Chili, il a quand même causé des dégâts, des cas comme ça avec des fractures, enfin comme on dit, des fissures. Oui. Et il y a un mouvement qui a beaucoup attiré l'attention. Ce ne sont que des petits villages. J'ai vu que, enfin, là où la caméra entre, il disait à la dame « Écoutez, madame, ici, ça s'est fissuré. »
Et oui, il lui a dit ça, il lui a dit « c'est comme ça, écoutez, bon, mais les nids de poule ici et la fissure, non, ça fait aussi 10 ans que c'est comme ça. » Celui-ci fait 4,8. Heureusement, on peut plaisanter, car jusqu'à présent, à ce qu'on sache, voilà. Il n'y a eu aucun décès, alors que dans d'autres zones, apparemment, il y avait des rapports de quelques blessés. Et un sujet comme celui-là, on verra s'il confirme aussi, ou sûrement autre chose, mais ce qui est sûr, c'est que ça a été, assez... comment ça s'appelle ? Ça a beaucoup bougé ces derniers jours. Des séismes de toutes sortes, y compris des séismes très profonds qui n'ont pas causé de problème. Jusqu'à d'autres séismes peu profonds qui ont provoqué des situations problématiques, parce que cette zone du Pakistan, de l'Afghanistan, et même jusqu'à la Turquie, n'est-ce pas ? Tu regardes toute la zone, chaque petit séisme qui se produit, et l'Irak aussi, qui a plusieurs petits séismes. Je dis petits séismes à cause des magnitudes si faibles, mais à cause de leur type de construction, cela pose un énorme problème. Une autre des images qui a attiré l'attention aujourd'hui, c'est cette image d'attaque, n'est-ce pas ? Ce sont des attaques où... Ce sont des attaques à Tuapse. Oui, à Tuapse. Vous vous souvenez qu'il y a déjà eu un incendie qui a duré des semaines, non ? Oui, dans cette raffinerie que, les Russes... À Tuapse, les Russes là-bas l'ont vraiment mal vécu et aujourd'hui, ce serait la 5e attaque de l'Ukraine contre cette raffinerie qui, a provoqué des pluies de pétrole, n'est-ce pas, à Tuapse. À Tuapse, exactement. C'est à l'intérieur de la Russie et aussi, une autre image qui attire l'attention aujourd'hui. Nous partageons avec vous certaines de ces images qui ont circulé sur les réseaux en Indonésie, n'est-ce pas ? Des inondations, il y a toujours de nouvelles images. Je voulais juste dire que c'est vraiment impressionnant. C'est un village à Gorontalo. Là aussi, il signale plusieurs personnes disparues. On ne connaît pas encore vraiment l'ampleur du problème. Mais cela fait déjà environ 3 jours qu'ils sont confrontés à des inondations, et cela fait des semaines qu'ils subissent torrents des tempêtes dont nous avons déjà parlé ici. De Jakarta jusqu'à une partie un peu plus à l'est, presque jusqu'à la Papouasie, ils ont connu des tempêtes vraiment impressionnantes. Passons donc à l'actualité, à d'autres sujets. Partagez si vous ne l'avez pas encore fait. Merci à la communauté qui a liké et partagé, qui nous soutient de différentes manières, n'est-ce pas ? Merci d'être ici et de commenter, c'est très apprécié. Bonjour Sophie Mendez, comment vas-tu ? Quoi de neuf ? Comment ça va ? Comment ça se passe là-bas ? Raconte-nous, s'il te plaît. Un énorme salut à Verderi. Il dit « Dans le sud du Liban, on tue aussi avec des chars, des mitrailleuses et des missiles », dit Verderi. Oui, en effet, on en parle souvent ici, Verderi. Ce qui se passe au Liban, ailleurs aussi. Oui, c'est une situation terrible, n'est-ce pas ? Carlos Martinez, comment ça va dans le nord d'Israël ? Les drones ennemis poursuivent les gens comme un chien poursuit quelqu'un, dit Carlos Martinez. Ce n'est pas seulement dans cette zone, mais aussi dans la partie sud, n'est-ce pas ? Ils ont des drones, pas tellement pour poursuivre, mais plutôt pour suivre les gens du regard jusqu'à un certain point, jusqu'à une certaine ligne, et si quelqu'un franchit cette ligne, ils tirent. Et malheureusement, il y a déjà eu des cas là-bas, même des enfants, n'est-ce pas ? Ça ne fait pas de distinction, n'est-ce pas ? Ça ne va pas distinguer entre les personnes, n'est-ce pas ? Quoi qu'il se passe là, ils tirent. C'est terrible aussi. Je veux dire, nous vivons déjà dans une situation de guerre robotique, non ? Oui. On ne voit pas encore le robot typique, genre Terminator. Mais c'est déjà là, il y a de la confiance en cela, mais oui, c'est là, en première ligne. Exactement. Je veux dire là aussi à Gaza, au Liban, dans les zones de Cisjordanie, non ? Vous savez déjà à peu près comment tout ça se passe. Nina, comment vas-tu ? Tapati à plus, bonjour à tous, salutations, comment ça va ? Pantherita, un grand salut aussi à toute la communauté qui nous regarde en différé. Passons donc à d'autres sujets importants. Un pétrolier aurait subi des dommages à cause d'une explosion externe. Je vous avais mentionné ou donné des informations encore en train d'évoluer à ce moment-là. Mais il y a aussi déjà le rapport de l'UKMTO, qui est cette publication officielle faite par une autorité. Une série de rapports de ce type qui sont confirmés par cette organisation, qui est du Royaume-Uni, qui fournit des services, disons là-bas au Moyen-Orient, et ce qu'elle dit, c'est « L'événement a été confirmé, il a bien eu lieu, il pense très probablement qu'il s'agissait de tirs d'artillerie de la part des vedettes iraniennes. » Ou aussi une situation où un drone aurait été ou a peut-être été utilisé, non ? Qu'est-ce qu'on sait à l'heure actuelle ? On sait simplement que selon eux, c'était une explosion externe. Que cela implique-t-il ?
que ce n'était pas quelque chose provenant de la machine ni du navire, mais bien quelque chose d'externe qui l'a attaqué et a provoqué cette explosion. Cela a endommagé le pétrolier près de la ligne de flottaison alors qu'il naviguait au large des côtes d'Oman. C'est ce que rapporte aujourd'hui l'organisme de surveillance maritime dont Pépé vient de parler, l'UKMTO. L'équipage et le navire sont en sécurité, bien que le capitaine signale qu'une fuite de carburant s'est produite. Merci. Oui, nous avions déjà l'information concernant la fuite depuis midi, nous en avons parlé. Ils disent qu'il y a eu une petite fuite, mais honnêtement, j'ai des doutes jusqu'à présent. Parce que, je ne sais pas, il faudrait voir comment cela s'est produit. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore vu d'image de l'explosion, ce qui est normal, il n'y en a pas toujours, mais pour l'instant, à ma connaissance, il n'y en a pas et nous avons cherché. Il n'y a pas eu d'image confirmée et il n'y a pas non plus eu d'image satellite du jet de la fuite. Cela aussi, sûrement, nous pourrons le voir demain matin. Mais bon, l'attaque s'est produite plus tôt. On ne sait pas d'où cela vient pour l'instant. Eh bien, ce qu'on dit, c'est que comme l'explosion s'est produite alors qu'il se trouvait sur la ligne de flottaison, cela pourrait avoir été causé par une attaque avec une vedette sans pilote ou une mine ventouse qui s'est fixée à la coque. Cela attire l'attention sur l'endroit où cela s'est produit, car ce n'est pas... Voyons, allons à la carte. Ce sera plus facile à expliquer ici. Donc, cela se passe dans une zone... Eh bien, il dit que c'est Foreman où cela s'est produit. Autrement dit, ce n'est même pas causé par une vedette, mais cela se passe dans cette zone déjà du côté d'Oman. S'ils ont des mines jusque dans cette zone, imaginez à quel point cela serait dangereux. Mais je veux dire, il n'est pas encore confirmé que c'était une mine fixée à la coque. Cette zone est non dans le détroit d'Ormuz, c'est-à-dire, ce que l'on sait, c'est que cela s'est produit dans cette zone, et non dans le détroit d'Ormuz, en fait, c'est loin du détroit d'Ormuz. Donc, en théorie, ce navire était déjà parti, n'est-ce pas? Maintenant, ils ont dû revenir parce que, évidemment, ils n'étaient pas sûrs de continuer avec le navire ayant une fuite, etc. Donc, ils sont revenus et l'explosion a eu lieu. Est-ce que c'était exactement tout l'équipage, un canot avec équipage ? Ou bien exactement tout l'équipage, le capitaine aussi. Eh bien, il y a aussi une accusation aujourd'hui dans cette affaire de la part de l'Iran. Le ministre iranien des Affaires étrangères a qualifié les attaques américaines contre les navires poseurs de mines. Cela s'est produit, vous vous souvenez d'hier où des attaques ont été signalées contre des lanceurs et des embarcations qui, soi-disant, posaient des mines. Le ministre des Affaires étrangères, Aragachi, a dénoncé les attaques contre ces navires poseurs de mines, comme une violation flagrante du cessez-le-feu, car dans le cessez-le-feu, il était spécifié qu'il ne devait pas y avoir ce type d'attaque. Maintenant aussi, s'ils posaient des mines, cela serait également une situation qui n'est pas permise, qui n'est pas, disons, prévue dans l'accord. Il ne fallait ni poser de mines, ni utiliser d'armes dans cette zone, ce qui n'a jamais été respecté par aucun des deux camps dès le début. La République islamique d'Iran dit qu'elle ne va pas laisser cela sans réponse. L'Iran accuse de piraterie maritime et publie donc ce rapport. Voyons si nous pouvons le voir ici à l'écran. Il publie ce texte. Voyons si je peux le mettre ici. Eh bien, il y a 2 publications, l'une en persan et l'autre en anglais, et elles donnent leur point de vue. De leur point de vue, de la façon dont les choses se sont passées, parmi ce qui attire l'attention, ce ministre dit qu'il qualifie cela de violation de la charte de l'ONU. Ils affirment que les attaques démontrent une profonde méfiance quant à la façon dont les choses se passent ou à la manière dont on veut justifier les choses sur ce sujet. Il estime que Washington est responsable de toutes les conséquences de ces actes. Ceci est rapporté par une agence qui est iranienne, une agence qui fait donc partie, disons, de la narration, du même régime et qui montre donc aussi leur point de vue. Cela aide en fin de compte. Maintenant, y a-t-il une réaction dans ce sens de la part des États-Unis ? Je suis là en ce moment. Non, ils essaient de ne pas trop réagir. Non, car il y avait toujours une réaction immédiate. Voilà, en ce moment. Maintenant, je ne sais pas si... Parce que maintenant, il y a une rumeur, évidemment, seulement dans les médias arabes, enfin spécifiquement depuis le Golfe, c'est que l'accord est presque conclu, qu'il ne manque plus qu'une signature, qu'il ne manque plus qu'un détail. Exactement, mais bon, on nous l'a déjà dit plusieurs fois. On verra bien, ce sont les seuls qui rapportent cette information. Mais non, mais regarde, non, si, il y en a une d'Axios, regarde, il y en a une d'Axios dans laquelle il me semble que c'était... Attends, on l'a ici, regarde donc, dans laquelle ce fils était comme ça, Dix non, comme ça, 10 comme ça, bien, c'est juste dans les voix, c'est le brouillon.
Exactement du brouillon, de ce qu'ils savent, de ce qui a été publié, disons, parce que le seul qu'il y a pour l'instant, c'est le brouillon, c'est-à-dire qu'il n'y a encore rien de définitif. Donc, selon. Deux responsables régionaux, donc là-bas dans la zone, ont pu lire cette proposition qu'ils font pour un cessez-le-feu de 60 jours. Vous vous souvenez du cessez-le-feu ? En théorie, ce serait pour 60 jours, essentiellement pour libérer le monde d'une guerre. L'Iran affirme qu'il n'a pas accepté tous les termes, même si un haut responsable des États-Unis a déclaré qu'ils étaient parvenus à une sorte de comme l'ouverture du détroit d'Ormuz, oui. Comme partiel, disons-le aussi dans l'accord, dans le préaccord, pour ainsi dire. Ce que les Iraniens pourraient envisager, je veux dire, c'est qu'on puisse, disons, éliminer les réserves d'uranium. Supposément, mais progressivement, presque. Pour moi, c'est comme si, l'idée est de gagner du temps, aussi bien du côté de l'Iran que des États-Unis. Globalement pareil. Gagner du temps, garder partiellement le détroit d'Ormuz ouvert et faire baisser le prix du pétrole. Le projet de proposition indique que l'Iran rouvrirait immédiatement, mais partiellement, le détroit d'Ormuz et prendrait des mesures pour garantir que le trafic maritime revienne aux conditions antérieures. Ce serait d'abord partiel, mais dans les 30 premiers jours, le détroit d'Ormuz devrait être complètement ouvert. Oui, apparemment non. Ce haut fonctionnaire aussi, mais cette fois-ci pas de cette région, mais plutôt des États-Unis, disons, de la Maison-Blanche, a confirmé certains de ces points à CBS News. Dans ce qu'ils affirment, à l'exception de la déclaration de la cessation de toutes les opérations militaires sur tous les fronts, ils ont assuré que le Liban est inclus et que la prolongation de 60 jours du cessez-le-feu devrait également inclure le Liban. Et ça, franchement, je n'y crois pas. Impressionnable. Je n'y crois pas. Je pense que là, il y a deux camps. Il y a un pari et soudain on ne comprend pas parce que tu vois, le pari est du côté d'Israël. Ils veulent en finir avec Hezbollah, n'est-ce pas ? Mais du côté de l'Iran, l'Iran continue de miser sur le fait que le Hezbollah poursuive ses opérations contre Israël. C'est-à-dire, ils continuent aussi d'attaquer Israël, ils continuent de lancer des roquettes, et ça aussi c'est un sujet qu'on a pu observer depuis le début de la guerre. C'est-à-dire, quand l'Iran veut, disons, provoquer, il utilise très facilement le Hezbollah, et ainsi il ne s'implique pas directement dans le problème. Le problème, c'est que le Liban est au milieu. Il est entre le marteau et l'enclume, entre un groupe radical, disons à moitié gouvernemental, parce qu'il a un gouvernement, disons, dans la partie sud. Et d'un autre côté, Israël, qui est aussi présent au Liban, prend des terres libanaises et attaque aussi d'une manière qui ne s'arrête pas, et ils ont déjà dit qu'ils n'allaient pas s'arrêter. Donc, accord ou pas accord sur cette question du Liban, au moins pour eux, ça ne va pas s'arrêter. Exactement. Donc, on verra bien parce que du côté du groupe qui négocie l'accord avec les États-Unis, c'est-à-dire l'Iran, il y a Ahmed Wahidi, et ce personnage-là est très lié au Hezbollah. Il s'est entraîné là-bas avec le Hezbollah, donc il a vraiment ce lien très fort. Passons à ces attaques, voyons comment cette situation se déroule. Israël serait en train d'intensifier ses opérations à Gaza et dans le sud du Liban. Pas seulement dans le sud du Liban, mais aussi dans le sud de Gaza. Des situations terribles se produisent. Les récents déploiements d'unités israéliennes viseraient à compliquer la capacité d'action des organisations armées par des attaques ciblées contre des installations et des tunnels. Ils assurent donc une présence militaire constante, sans interruption. Les soldats sont présents 24 heures sur 24 dans toutes les zones frontalières. Il y a aussi déjà des zones. Des zones sélectionnées sont attaquées. Il y a des cibles qu'ils pensent, et comme nous en parlions hier, ils pensent mais qu'ils cherchent le chef du Hezbollah, n'est-ce pas ? Ce serait l'une des possibilités parmi les objectifs qu'ils ont actuellement. Mais selon les FDI, les incursions visaient à rechercher certains membres sans confirmer qui exactement. Selon ce que rapporte le Times of Israel, les forces mèneraient des incursions spécifiquement dans des zones choisies uniquement sur la base du renseignement. C'est-à-dire que fondamentalement, on voit que ce n'est plus tellement une attaque contre des dépôts d'armes comme auparavant, mais plutôt une tentative de démanteler ce groupe. Exactement. Eh bien, c'est un mouvement fort qui est en train de se faire. Et en parlant d'attaque de drones, Pépé en a parlé, n'est-ce pas ? Et le commandement militaire israélien envisage également d'accroître la distance qui les sépare des forces du Hezbollah, c'est-à-dire d'aller au-delà de là où ils attaquent actuellement. De plus, il y a des opérations terrestres en cours.
L'armée de l'air israélienne a intensifié les bombardements dans le sud du Liban, attaquant plus de 100 cibles du Hezbollah en une seule nuit. Les attaques ciblent principalement des zones identifiées comme des centres d'activité de l'organisation. Ils affirment que ces lieux abritent un dépôt d'armes, une rampe de lancement ou des membres importants du Hezbollah. Et donc, voilà à peu près où en est la situation concernant Israël. Oui, soi-disant qu'ils vont après ces individus. Nous verrons jusqu'où cela ira, en avançant sur ce sujet. Mais jusqu'où cela peut-il aussi devenir incontrôlable, parce que ça a l'air de pouvoir échapper au contrôle, à tel point qu'Israël disait hier à la population du Nord de se préparer, parce qu'il semble que ça va durer longtemps. Au fait, il y a aussi cet autre sujet intéressant. Les États-Unis auraient informé leurs alliés européens qu'ils prévoient de réduire, de manière significative, les contributions militaires à l'OTAN. Autrement dit, les États-Unis s'éloigneraient, pour ainsi dire, de cette alliance. C'est ce qu'affirme le média allemand Der Spiegel. Alexandre Vélez-Green, conseiller principal et envoyé du secrétaire à la Défense. Pete Bridges a informé les Alliés, il a déjà informé officiellement l'OTAN que ses plans sont pratiquement de réduire, disons, l'investissement que le Pentagone consacre à l'Alliance. C'est un sujet important. On s'y attendait, n'est-ce pas ? On s'y attendait parce que, les États-Unis, avec, disons, l'administration Trump, l'approche a été, essentiellement d'affaiblir l'OTAN, d'un côté affaiblir l'OTAN, mais d'un autre côté aussi, l'OTAN. On dirait qu'elle suit sa propre voie, non ? Parce que l'OTAN dépendait souvent des décisions des États-Unis. Maintenant, ils doivent aussi commencer à réfléchir par eux-mêmes. Par eux-mêmes, il y a même déjà eu des réunions auxquelles seuls les membres européens de l'OTAN et le Canada ont participé, mais plus les États-Unis. Donc ça aussi. J'imagine que Vladimir Poutine doit être content dans ce sens-là. N'est-ce pas ? Exactement. Et au final, nous vous disions qu'après le premier mandat de Donald Trump, le Congrès a tout blindé pour qu'aucun président ne puisse sortir de l'OTAN. Donc Donald Trump ne peut pas sortir de l'OTAN, mais il peut l'affaiblir en retirant les soldats et en réduisant les investissements, etc. Ce n'est pas une façon de ne pas sortir, mais on voit bien qu'il s'en retire, non ? Exactement, s'affaiblir. D'ailleurs, le CENTCOM a également réagi à un rapport du Wall Street Journal qui affirmait que la marine américaine reprenait l'escorte des navires commerciaux à travers le détroit d'Ormuz. En fait, plusieurs médias l'ont mentionné aujourd'hui, disant qu'ils escortaient déjà des pétroliers. Le CENTCOM dit que nous n'escortons absolument personne et que le projet Freedom reste actif. Exactement. C'est étrange, non ? Peut-être qu'ils ne veulent pas que ça se sache, c'est possible, Yukai, mais soi-disant, ils ne le font pas. Ils ne le font pas, mais suivent le projet Firo, non ? C'est bien le sujet ? Bon, passons à d'autres sujets importants. Il y a une sorte de prédiction, non ? Il y a une analyse scientifique, tu vois, comme beaucoup de groupes scientifiques, essaient de comprendre comment sera l'avenir et quels seront les défis à venir. Et un défi qu'ils estiment, qui est peut-être de plus en plus visible, c'est la diminution de la population. N'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de gens. Nous avons vécu des années avec le mensonge que nous étions trop nombreux et qu'il fallait réduire la population. Et tout ça. Et maintenant, ils disent que nous ne sommes pas si nombreux non plus. Mais c'est en train de se passer. D'ici à 2064, ce que ces scientifiques estiment, c'est qu'il y aurait un effondrement mondial de la population qui serait réduite d'environ moitié. La simulation scientifique avertit non seulement du fait qu'il y aura moins d'enfants, mais elle prévient aussi qu'il pourrait y avoir des scénarios extrêmes qui changeraient le destin de l'humanité. Les scientifiques affirment que la planète subit une pression extrême que peu reconnaissent et avertissent donc que la population mondiale actuelle, 8,3 milliards, pourrait être réduite drastiquement en moins de 40 ans, ce qui veut dire que nous pourrions vivre cette situation. C'est-à-dire, nous pourrions être témoins d'un scénario où la population passerait de 8 milliards 300 millions. Oui, 8 milliards 300 millions, 8 milliards, disons. Nous passerions à 4 milliards. Cet effondrement possible n'est pas une prédiction exacte, mais plutôt une simulation mathématique basée sur des changements brusques qui pourraient se produire. Des chercheurs de l'université de Milan ont mené l'étude, publiée par leur université. Je vous donnerai le nom de la publication complète si vous souhaitez la consulter.
Les scientifiques ont analysé 12 000 ans de croissance démographique pour construire le modèle prédictif, même si la croissance actuelle n'indique pas un effondrement. Ils disent qu'ils ont vu qu'il y avait certains schémas qui peuvent se produire ou peuvent, disons comme on dit, s'activer soudainement. Voir comment ces pics et la population, puis ensuite les pics diminuent, et entre ces pics, on vit une certaine ère, disons prospère, non ? Malgré les défis, malgré tout ce qu'il y a, du point de vue de la population, nous sommes encore actuellement un nombre assez important, et il y a toujours des zones où il y a énormément de monde. C'est-à-dire, il y a des zones surpeuplées. Bien sûr qu'il y en a, oui, mais il y a d'autres zones qui ne le sont pas. Dans ce cas, ce qu'ils pensent, c'est que ce changement va arriver d'ici les 40 ou 50 prochaines années. Cette étude a encore été publiée dans une revue appelée Chaos, Solutions and Fractals, qui est une publication traitant de l'aspect mathématique, de celle de la croissance de la population humaine, et de la façon dont ces schémas de hausse et de baisse, de montée et de descente se produisent. La suivante serait apparemment une baisse drastique, importante. Cette publication de l'Université de Milan dit évidemment. Ce n'est pas une prédiction exacte, et cela peut varier de plusieurs centaines d'années, donc ce n'est pas non plus quelque chose qui va forcément se produire, ce sont simplement des choses qu'ils estiment probables, qui vont arriver. Exactement. Et au final, beaucoup de pays souffrent déjà de ce manque, comme ils disent, de croissance de la population pour maintenir la population actuelle. Non, je sais qu'il y a des pays comme la Corée où je crois que les femmes ont 0,7, 0,4 enfants en moyenne, c'est-à-dire en termes de naissance ou d'enfants, ce qui en fait ne remplace pas les personnes qui ont été perdues. C'est un sujet qui devient de plus en plus compliqué. Ils disent que ça va au-delà, que ça va plus loin. Mais en plus, nous avons déjà des problèmes dans certains pays, alors que dans d'autres, non, n'est-ce pas ? Mais par exemple, dans le cas des études qui ont été faites en France, en Angleterre, quand des populations de pays arabes ou africains, où ils ont généralement beaucoup d'enfants, arrivent là-bas et commencent à s'intégrer, la génération suivante ne veut plus avoir autant d'enfants. Non, donc la question de la migration n'est pas non plus une garantie. Oui, non. Mais ici le sujet c'est... C'était un cas catastrophique. Oui, exactement. C'est-à-dire, ici, ce qui est intéressant, c'est ça, non ? C'est-à-dire, ils disent que ça peut se produire à cause du nombre d'êtres humains que nous sommes. Ce n'est pas tant parce que des catastrophes peuvent toujours arriver, non. Mais c'est le fait que, étant si nombreux, il devient impossible de faire face à une catastrophe. C'est-à-dire, oui. C'est-à-dire, il y a un moment où tu te dis, imaginons, on va prendre un exemple, non ? Il y a un supervolcan, et le supervolcan se trouve, il est à Tonga, non ? Et rien ne se passe pour l'instant. D'accord, très bien. Donc Tonga a explosé, ça a provoqué peut-être un tsunami, mais le tsunami n'a pas touché de grandes zones, il n'a pas causé de gros problèmes, peut-être un ou deux ici et là sur une île, mais rien de massif, non. Mais tu crées un nuage de cendres qui va durer 3, 4, 5 ans, où tu n'auras pas assez de soleil pour produire de la nourriture, par exemple, non ? Et tu te retrouves avec, une crise mondiale, n'est-ce pas ? Ce que je veux dire, c'est qu'une catastrophe, peut-être de ce genre-là. Tout à coup, tu te dis, si on était, disons, un peu moins nombreux, le problème ne se ferait pas autant sentir. Mais comme on est aussi nombreux, ça rend aussi difficile de tenir face à des petites ou grandes crises, non ? Donc disons que c'est un peu ça l'idée, du moins c'est ce que je comprends, non ? C'est intéressant, pareil pour vos avis, mais... ça a au moins un certain sens. Je dirais encore une fois, un autre point, c'est la question de la prévention. Quelles sont ces choses que nous aurions du mal à massifier comme nous le faisons maintenant, c'est-à-dire la question de l'eau, par exemple, non ? C'est-à-dire comment tu rends cela accessible à grande échelle. Et si c'est possible, c'est-à-dire nous avons maintenant un niveau d'ingénierie impressionnant. Par exemple, ils ont eu l'idée, et je le dis avec tout le respect que je dois à la communauté qui nous regarde depuis l'Espagne, à certaines îles et certaines zones touristiques qui disent de non. C'est qu'il y a trop de touristes, non ? Et ce n'est pas possible, il n'y a pas d'eau, ils prennent tout, je ne sais pas quoi. Et en même temps, tu vois des pays qui littéralement n'ont pas d'eau, comme l'Arabie Saoudite, qui ont de l'eau en abondance pour eux, pour les touristes, pour qui veut, des piscines et tout ce que tu veux, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, c'est plein à craquer. Pourquoi ? Parce qu'ils ont investi pendant des années. Singapour en est aussi un exemple. D'avoir ceci et ça, je le tire justement d'un rapport.
d'une chaîne espagnole que je regardais aujourd'hui, Visual Politique, qui a fait une analyse sur ce sujet et cela m'a semblé très précis et l'information était très bonne. J'ai dit, nous avons dit oui, c'est vrai, en fait la vérité c'est que, bon, ce n'est pas la question de savoir si le tourisme est bon ou mauvais, c'est bon si tu as l'infrastructure. Elle ne tient pas. Non, c'est-à-dire tu l'as créée et tu es en train de la développer pour qu'elle tienne, c'est-à-dire. Parce que je dis oui, évidemment, à un moment donné, elle ne tiendra pas. Pourquoi ? Parce que tu as du succès, parce que ça marche bien pour toi et qu'il y a beaucoup de touristes qui arrivent. C'est bien. Au lieu de te plaindre de ça, investis dans les infrastructures, va le réclamer aux politiciens, au lieu de leur demander d'enlever les touristes. N'exige pas d'enlever les touristes, mais que l'accueil soit durable, même avec 2 fois plus de visiteurs, pour le bien de tous, n'est-ce pas ? Sinon, on ne va pas sacrifier les autres, on va créer une infrastructure qui permette d'avoir ça et plus encore, n'est-ce pas ? Comme l'ont fait d'autres pays, enfin, on sait que c'est possible, c'est possible. Mais les politiciens jouent avec tes émotions, avec tes sentiments pour essayer de dire « Regarde, ce sont eux les ennemis ». Non, c'est leur inefficacité qui les a mis dans cette situation. Ils rejettent toujours la faute sur l'autre. Ils rejettent que toujours la faute sur l'autre. Peu importe le pays, toujours. Non. Non, mais je dis vraiment que c'est incroyable, mais bon, passons à d'autres sujets intéressants. Dans les faits insolites du jour. Et n'oublie pas. Et n'oublie pas. Ça finit, non ? Je veux dire, c'est sûr qu'il signale un chien. Et vraiment, ce n'est pas la première fois. Non, ce n'est pas la première fois que... C'est ça le plus étrange, ce n'est pas la première fois qu'on parle de cette histoire. Je veux dire, ces choses arrivent, tu vois, surtout quand il y a beaucoup de négligence dans la sécurité de l'utilisation des armes. Les armes, eh bien, elles ne sont pas mauvaises si elles sont utilisées correctement, disons par exemple par quelqu'un qui les utilise pour la défense personnelle ou autre. Le problème, c'est que la plupart du temps, les armes ne sont pas utilisées de manière sûre, elles ne sont pas rangées en sécurité et parfois, tu vois, il y a des histoires où un enfant de 2 ans, non, il prend un pistolet et il tire sur je ne sais pas qui, non. Combien de fois en avons-nous entendu parler ? Cette fois, ce n'était pas un enfant, mais un chien. C'est-à-dire, apparemment, il rapporte qu'un chien était, eh bien, dans la camionnette, il me semble. Ils vivent dans une voiture. C'était une voiture, oui. Et qu'est-ce qui va arriver à ça ? Eh bien, il reçoit un appel d'une femme qui aurait été blessée et qui était dans une voiture. La porte de sa voiture avait une perforation. Et donc, il s'avère que le chien était à l'origine de la fusillade. On l'a découvert plus tard, le coup de feu étant parti quand le véhicule s'est arrêté devant un magasin et que le chien bougeait. Typique, il ne te laisse jamais tranquille, en plus de remplir la banquette arrière. Il a bougé et d'une manière ou d'une autre, le chien a déclenché le tir du fusil. Il restait une balle dans la chambre et cela a endommagé le véhicule et blessé une femme qui passait par là. La victime a été emmenée à l'hôpital et heureusement son état n'est pas grave, mais bon, elle est à l'hôpital. C'est-à-dire, elle n'est pas morte. Non. Non, elle n'est pas morte. C'est bien, voilà, c'est ça. Disons tout bien considéré, non ? Mais c'est très étrange. Cela s'est passé dans le Nebraska, dans une ville appelée Scott Bluff. Où cela a attiré leur attention, non ? On les appelle pour une fusillade devant un magasin à cause d'un chien. Ils y vont, puis non, jusqu'à ce qu'on leur dise ici, ce n'était pas un chien. Ou alors le chien cacherait quelqu'un. Ou alors ce serait le chien, non. Mais l'essentiel, c'est que cela arrive fréquemment. On entend souvent dire que c'est un chien, un chat ou un perroquet qui n'en est pas un. Je crois que si c'était volontaire, non ? Quand un perroquet active une arme. Oui, c'est la galère. Tu ne me donnes pas mes petits fruits. Tu n'as pas besoin de moi, mais bon, c'était bizarre aussi. Et tu as aussi vu ce qui est arrivé à ce chimpanzé, il s'est emballé, non ? Oui, eh bien certes, il l'a dit, il a beaucoup critiqué, il a critiqué très fortement la nouvelle première ministre du Japon. D'un nouveau point de vue, bon... C'est que c'est... La plus récente, c'est ma nouvelle. C'est de... Les plus récentes du groupe. C'est une attaque, et s'ils attaquent ? Et si, parce qu'ils sont en train de remilitariser le Japon ? Il faut rappeler que cela fait déjà plusieurs années que le Japon a modifié sa constitution pour pouvoir avoir, disons, une véritable armée avec laquelle ils peuvent se défendre. Parce qu'avant cela, à cause de la Seconde Guerre mondiale, la constitution l'interdisait. En gros, ce n'était pas possible. Mais depuis que c'est le cas, depuis qu'Abe Shinzo était au pouvoir, ces changements ont été faits.
Abe Shinzo était de droite et il était plutôt favorable à ce que le Japon ait sa propre défense. Au final, ce n'est plus le Japon de 1939 et maintenant ils ont besoin de se protéger eux-mêmes contre des pays comme la Chine, la Corée du Nord, qui pourraient à tout moment faire n'importe quoi, et la Russie, et les attaquer. Non. Oui, je veux dire, indépendamment de la situation géopolitique, c'est un pays qui est, enfin, trop facilement attaquable. Au final, c'est une île, enfin une série d'îles, un archipel, ce que tu veux. Mais c'est très facile d'attaquer un pays comme ça, surtout que plusieurs de ces villes importantes sont en plus situées sur la côte. C'est logique, non? Qu'ils aient besoin de ça. Et il a raison. On voit tout le temps la Russie passer par là et faire ce qu'elle veut. La Chine aussi fait ce qu'elle veut, enfin. Et la Corée lance des missiles, À part exactement, enfin, si tes voisins se sont énormément renforcés sur le plan militaire. Et d'ailleurs, tu ne t'entends pas bien avec eux, en fait. Tu t'entends plutôt mal avec eux. Même avec celui avec qui tu t'entends bien, la Corée du Sud, tu t'entends aussi mal. Il reste des souvenirs terribles du passé, donc ce n'est pas encore guéri. Et donc, la Corée du Sud s'arme depuis longtemps, ils n'ont pas l'arme nucléaire, mais actuellement, ils sont deuxième. Ou le troisième pays qui vend le plus d'armes au monde, c'est-à-dire que c'est un pays qui a beaucoup évolué dans le domaine de l'armement. Taïwan aussi est concerné. Taïwan progresse beaucoup dans ce domaine. Aujourd'hui ou hier, ils annoncèrent que les exportations taïwanaises de drones militaires à l'international sont en train d'exploser. C'est-à-dire, Taïwan s'implique aussi fortement dans le domaine de l'armement, et puis le Japon aussi, à cause de son passé, n'est-ce pas? Et à cause de ces lois qui lui avaient d'ailleurs été imposées par les États-Unis lors de sa création. Disons que cette constitution, ils étaient un peu en retrait, non? Et maintenant, ils prennent un tournant interne. Exactement. Ce qui frappe, c'est que ce dont nous parlons sur-ci pourrait fuiter maintenant, car ces propos ont été tenus lorsque Trump était avec Xi Jinping. Oui, c'est ça. Ils disent que soudainement, Xi Jinping est sorti de l'ordre du jour parce qu'il y avait un ordre du jour avec des sujets à aborder, mais il s'est complètement écarté de ce qui avait été prévu. Il avait l'air agité, il avait l'air en colère. Imaginez-vous cela. En colère, c'est très difficile, car en vérité, ça paraît qu'il est toujours à peu près... Souvent, ils gardent les mêmes expressions. On lutte avec ça car on ne distingue presque pas différentes émotions sur leur visage. Eh bien, on voyait qu'il était agité, énervé par l'augmentation des dépenses de défense du Japon, ce qui a été les moments les plus tendus du sommet entre les États-Unis et la Chine. Et donc, les fonctionnaires qui étaient là avec Trump ont été complètement surpris. Il s'est soudain mis à déballer toute l'irritation qu'il avait contre le Japon. Pour cette raison, ce n'était pas dans les discussions, ce n'était pas le sujet. Ainsi, le président américain Donald Trump lui a dit « Eh bien, c'est que le Japon, Takaichi doit adopter une position plus défensive, parce qu'il a, la Corée du Nord qui est maintenant une puissance nucléaire, et donc, ce n'était pas clair si Donald Trump a cité la Chine, mais il a bien parlé de la Corée du Nord, non ?» Oui, mais je veux dire, au final, on peut dire beaucoup de choses sur la Corée du Nord, mais elle dispose d'une capacité nucléaire et c'est un vrai problème pour le Japon. Parce qu'au final... Et sûrement, ça ne lui plaît pas. Sinon, non, je ne crois pas. Mais regarde, la Corée du Sud aussi est en train de manœuvrer. La Corée du Sud a fait une annonce aujourd'hui. En fait, ils ont annoncé qu'ils allaient construire leur propre sous-marin d'attaque à propulsion nucléaire et ils commencent déjà. Ils vont les fabriquer à partir de zéro en utilisant des chantiers navals et des réacteurs nationaux. Eh bien voilà, il y en a deux, je ne sais pas. Ils sont aussi en Corée du Sud en train d'avancer vers le domaine nucléaire, mais dans le domaine des sous-marins. Ce n'est pas non plus pour lancer des tirs nucléaires, mais ce sont... À propulsion ? Exactement, propulsion nucléaire. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre par là? Très bien. Aujourd'hui, nous avons aussi le sujet de la journaliste. Attendons un peu avant de commencer. Qui est très intéressant. Passons à un autre sujet, simplement indépendamment. Eh bien, il y a une mise à jour concernant l'incident qui s'est produit à Washington. Dans cette usine, il y a eu une implosion dans l'État de Washington. Oui. Implosion. Là-bas, avec la photo, comment ça s'est passé? Non, ça n'a été envoyé. Je vais les chercher tout de suite. Eh bien, aujourd'hui, on a déjà la mise à jour sur la situation des blessés et d'une personne qui avait perdu la vie, ce que Pépé avait déjà mentionné,
et il y a 9 travailleurs portés disparus à cause de l'implosion. C'est fou, c'est vraiment étrange. Oui. Je veux dire, c'est quelque chose de très probable qu'ils aient en perdu la vie, parce que s'ils disparaissent, je ne sais pas, je ne vois pas comment ils pourraient disparaître. Ce n'est qu'un petit morceau, c'est une toute petite industrie, ce n'est pas comme s'ils étaient en mer ou quelque chose comme ça, non. Oui, ça arrive ou pas pour que vous voyiez à quoi le site ressemblait après l'implosion dans l'État de Washington. Pour ceux qui ont raté l'info, eh bien, il y a eu, disons, un problème dans une zone industrielle, encore une fois, ce que je trouve aussi assez étrange. C'est d'abord arrivé en Californie, où c'était déjà le 3e ou 4e ces dernières semaines. Cette fois-ci. Eh bien, en Californie, c'était effectivement plus grave que d'autres que nous avons vus, mais il y a eu des problèmes dans des raffineries. Il y a eu des problèmes, dans des raffineries, pas seulement aux États-Unis, mais aussi au Mexique, en Australie, en Allemagne, en Europe. Eh bien voilà, c'est un sujet qui a provoqué des incidents, pour ainsi dire, assez fréquents. Et dans le cas de cette entreprise, c'est une entreprise, une usine de papier qui utilise un produit toxique, un matériau Il est conservé dans une sorte de réservoir. Ce réservoir a subi une implosion, cela n'a pas causé, disons, ce problème, mais il s'est produit une sorte de... Enfin, l'implosion elle-même. Il se produit, une réaction chimique, n'est-ce pas ? Et donc, lors de cette réaction chimique, plusieurs personnes périssent, n'est-ce pas ? Plusieurs personnes. Eh bien, certaines périssent, d'autres sont blessées, n'est-ce pas ? Évidemment, ça aussi, c'est terrible, c'est terrible. Allons donc à cette image. Voilà à quoi ressemble le réservoir après l'implosion, n'est-ce pas ? Et c'est à ce moment-là que surgissent ces produits chimiques qui ont causé ce problème. N'est-ce pas ? Exactement. Eh bien, les autorités indiquent que les victimes blessées présentent des brûlures ou des lésions dues à l'inhalation, et que la gravité des blessures varie de légère à critique. Eh bien, voilà la situation et voilà dans quel état est resté le réservoir. Regardez, observez le pick-up qui se trouve derrière le réservoir, juste pour voir la taille du réservoir. Ça vous montre, vous vous rendez compte à quel point il est énorme, n'est-ce pas ? Et lors de cette implosion, si ce produit chimique est tombé sur certaines personnes, évidemment cela peut leur causer des dommages. Maintenant, si tu parles de jusqu'à 9 disparus, imagine-toi, non ? Là vraiment, à quoi bon spéculer ? Mieux vaut attendre d'avoir plus d'informations. Mais tu imagines, non, ce qui a pu se passer. Passons à d'autres sujets également importants. S'il était encore possible d'en rajouter. Étrange le cas d'Einstein, de Jeffrey Einstein, qui est une affaire que, du moins ici, nous ne voulons pas oublier. Nous devons rester attentifs à ce qui se passe. Mais il y a une journaliste qui a enquêté sur l'affaire Einstein, et ce qui lui arrive en tant qu'enquêtrice sur l'affaire Einstein est hallucinant, pour que nous nous rendions compte du niveau des choses qui se jouent là-bas. Oui, que se passe-t-il ? Cette journaliste s'appelle Lisa Valdez Rodriguez. Elle est journaliste pour des médias importants comme le Boston Globe et le Los Angeles Times, et aussi auteure de romans qui ont eu beaucoup de succès. Et elle dit qu'elle a enquêté sur ce ranch qu'avait Epstein, dont on parle très peu. On parle beaucoup de l'île, mais ce ranch cache aussi des choses très sombres. Eh bien, nous allons en parler ici. Il s'appelle le Sorrow Ranch et on en parle très peu. Elle faisait des recherches sur celui-ci. À ce sujet, mais elle a dû quitter les États-Unis. Elle a quitté sa maison au Nouveau-Mexique parce qu'elle a déclaré avoir subi ce qu'elle décrit comme 2 attaques avec des armes à énergie dirigées dans son bureau. Ça vous dit quelque chose ? Ça vous dit quelque chose ? Nous avons déjà entendu cela plusieurs fois et, bien, selon ses publications, elle dit que ces incidents l'ont obligée à chercher des refuges sûrs et à préparer son départ définitif des États-Unis, même si, elle n'a pas de preuves. Il est difficile de prouver ce genre de choses, mais les agences de renseignement américaines. Il faut se rappeler, ils ont parlé du sujet du pistolet, de l'arme qui a été utilisée pour le syndrome de la Havane et aussi d'une autre qu'ils auraient soi-disant utilisée lorsqu'ils ont emmené Maduro, mais ça, c'est un autre sujet. Trump lui a donné un nom étrange dont on ne se souviendra pas, Boubli ou quelque chose comme ça. Donc, Alisa Valdez a déjà une carrière, elle a déjà une carrière dans le journalisme traditionnel, de nombreuses années à enquêter de façon indépendante sur différents sujets qui l'intéressent. Dans ce cas, il s'agissait du complexe Sol Ranch et, ces reportages se concentraient sur les liens du ranch avec des réseaux de renseignement, des activités de surveillance et ce qu'elle a décrit comme une dissimulation de la part du gouvernement sur ce qui se passait ici.
Cela implique déjà des armes de ce type. Faites attention à cela. Et en plus parce que sinon il ne reste pas comme la preuve, pas comme les preuves qu'on m'a faites aujourd'hui. C'est très difficile. Comment le prouves-tu? Voilà, ça explique un peu ce qui s'est passé. Il est dit dans le détail qu'elle a subi 2 attaques le même matin dans son bureau à domicile. Selon sa version, la deuxième semblait provenir d'un gros camion garé devant sa propriété. Elle a affirmé que les dispositifs pourraient être de la taille d'un sac à dos ou d'une grosse mitrailleuse placée sur le toit ou à proximité par des sous-traitants militaires privés. De plus, elle a assuré que ces appareils lui permettraient de générer un modèle 3D de l'intérieur de la maison en temps réel et de cibler précisément une partie du corps. Elle dit ceci: « À cause de ces incidents, elle décide de quitter les États-Unis. » Eh bien, il y a un fait là qui est évidemment difficile à vérifier aussi, mais apparemment ce type d'onde serait annulé par l'eau. Donc si quelqu'un est... Eh bien oui, ça aurait du sens. Oui, ça a du sens. Exactement, c'est un refuge. Tu entres dans un refuge, je veux dire, bien sûr, évidemment, je parle d'un moment critique, lors d'une attaque par exemple. Entrer dans une baignoire pourrait apparemment être une solution, mais c'est temporaire, n'est-ce pas? Pendant qu'une telle situation se déroule, mais... Je le crois, sincèrement. La vérité, c'est que oui, et en plus ça ressemble, enfin ça sonne vraiment très similaire. Tu te souviens d'une info qu'on a donnée sur une personne, un scientifique qui a fait des tests avec une arme qui, disait-il, était de la taille d'un sac à dos et qu'il l'a utilisée contre lui-même. Et c'est exactement pareil, non? Je veux dire, ils ont tous certaines caractéristiques en commun et bon, ce ne serait pas étonnant que le même gouvernement veuille faire disparaître une telle enquête. Un service, non? C'est le service, vous savez bien de qui je parle, n'est-ce pas? Je veux dire, un service qui est impliqué dans ces sujets, eh bien, elle ne veut pas. Je veux dire, évidemment, ils ne veulent pas que ça se sache autant, ils ne veulent pas que, eh bien, cela sorte. Je veux dire, le conflit avec l'Iran, par exemple, a largement influencé la décision. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'était l'affaire Epstein. Je veux dire, on ne voulait pas parler de cette affaire. Et ils ont dit, eh bien, sors les ovnis à beaucoup, à une. Je pense que la grande majorité n'est pas intéressée. Mais absolument rien, ce sujet ne leur importe pas du tout. Je veux dire, quand ils atterriront et qu'ils me les mettront juste devant moi, là on en parlera. Tant qu'il ne s'agit que de petits documents et tout ça, ça ne nous intéresse pas. Donc, beaucoup de gens pensent qu'elle a comme ça. En fait, c'est peu intéressant pour la majorité des gens, à tel point que, regarde combien de temps ça a duré. Ça doit être vraiment hallucinant pour... Car j'imagine qu'ils pensaient que ça aurait un grand impact mondial en lançant ça, non? Et c'est comme si... Le deuxième jour, les gens ne s'en souvenaient même plus, et quand la deuxième série de documents est sortie, personne n'en a parlé. C'était comme si de rien n'était, et nous, ici, on le voit dans la communauté. Nous avons fait la vidéo sur les documents car cela m'intéresse vraiment. C'est comme si... Et aujourd'hui, c'est intéressant parce que, eh bien, si le sujet ne leur plaît pas, moi je le mets déjà de côté, disons. Je continue à l'étudier de toute façon, mais je me suis rendu compte que le sujet ne les intéresse pas. Je veux dire, au sein même de la communauté, ce sujet n'intéresse pas grand monde, non. Je sais quand même qu'il y a un bon groupe que ça intéresse. Simplement non. Ce sujet est super intéressant et ça devrait aussi être très préoccupant pour les États-Unis. Eh bien, spécifiquement pour Trump, parce que si c'était une distraction, eh bien la distraction n'a fonctionné qu'1 jour et demi, non. Autrement dit, ceux que ça intéresse continueront à l'analyser et à enquêter. Mais ce sujet de madame est là. Eh bien oui, je pense qu'il devrait être approfondi davantage. Bon, je ne sais plus par qui, parce que qui d'autre enquête plus qu'elle, n'est-ce pas? C'est-à-dire, et le fait qu'elle l'ait dénoncé me semble aussi correct, parce que je suis sûr que d'autres vont commencer à se manifester, non? Je suis absolument certain que d'autres enquêteurs vont commencer à apparaître. C'est ce mal de tête ou cette situation terrible que j'ai vécue qui m'a fait m'éloigner du sujet. Je comprends maintenant pourquoi c'est arrivé. Certains n'ont peut-être pas fait le lien avec le sujet. Et puis, cette dénonciation. Je suis sûr que cela va générer d'autres plaintes similaires, que c'est vrai, que cela se passe, et que c'est aussi dangereux que ce soit utilisé pour censurer certains sujets. Non, c'est vraiment grave, ça. Le pays des libertés. Oui, moi, mais ça peut arriver n'importe où, tu sais. Ce n'est pas une question de pays, c'est une question qu'il existe une arme ou des armes qui, eh bien, échappent à tout contrôle, tu vois. Comme on dit, pas de tissure, ou comme pas de tissage qui tisse donc des preuves. Tisse des blessures, pas de tissage, tisse des blessures, oh non, tu ne peux pas aller tisser des preuves, oh. Ils m'ont fait ça? Avec quelle preuve? Il n'y a pas de photo? Il n'y a pas de preuve? Oh mec, s'ils l'ont déjà fait, il est fou, non? Il dirait juste ça. Regarde le pauvre, il est fou, c'est Steve, ça n'arriverait qu'à lui. Donc oui, c'est dur.
C'est comme quand il y a eu cette manifestation en Serbie, non? Qu'ils ont utilisé l'arme sonique, pas seulement parce qu'elle est visible. Enfin, elle est visible. Les gens agissent ainsi et tu te dis que ce n'est pas planifié. Ce n'est pas exactement ça. Enfin, ce n'est pas exactement ça. Les gens se comportent clairement comme s'il y avait une onde, pas comme si tu leur soufflais de l'air, pour ainsi dire. On dirait une vague de comportement, mais sans contrôle sur le corps. Franchement, les images qu'on a vues là-bas étaient vraiment folles. Donc, mais si c'était 2 ou 3 personnes, tu verrais juste que tout à coup, 2 ou 3 personnes tombent, et c'est tout, mais tu ne verrais pas ça. L'effet réel de l'onde qu'ils émettaient, dans le cas où il y avait tellement de gens qui protestaient, non, tu voyais comment ça avançait, comment ça se propageait. Quelque chose d'invisible les poussait. Exactement. C'était comme si quelque chose d'invisible poussait, non? Mince. Super, oui. Super. Attends, oui, mais ça va. Ah, Il faut suivre cette dame, non ce journaliste clairement d'origine latino-américaine par son nom de famille, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Eh bien, voilà. elle s'appelle, laissez-moi vous rappeler son nom pour que vous puissiez la suivre. Elle a ce qu'on appelle, c'est un nouveau réseau social, ça s'appelle Substrax. Substrax, c'est là que beaucoup de journalistes publient leurs articles. Donc c'est comme, comment dire, comme un YouTube, mais pour les journalistes, uniquement pour les reporters, non? Plutôt? Voilà. Des journalistes? Oui, des journalistes. Oui, oui. Alisa Valdés, Rodriguez. Alisa Valdés Rodriguez, pour que vous vous souveniez d'elle. Aussi, eh bien, un autre sujet, non? Une autre affaire, rapidement. Passons à un autre point. Parce que j'avais cette image en attente à laquelle je viens de penser. Et je veux vous la montrer, pas celle-là, celle-ci précisément. Voilà, regarde-moi ça, regarde seulement. Cette image montre comment des avions ou des avions militaires chinois se sont rapprochés de l'île de Taïwan. Le ministre de la Défense de Taïwan a publié ces photos des forces aériennes et navales surveillant une patrouille chinoise de préparation au combat autour de l'île. Cette tendance qu'a Taïwan à diffuser des images de la Chine comme pour dire « je te surveille ». C'est-à-dire, avant, ils ne faisaient pas ça, maintenant Taïwan, à chaque fois qu'ils franchissent la ligne, prend une photo ou met une autre image radar de la situation. Et ils les exposent pour dire aux Chinois, leur envoyer le message « je te surveille ». Un sujet énorme qui suscite beaucoup de réactions dans le monde. Voyons voir. Cuba dit maintenant qu'elle ne va plus. Ce serait le premier grand changement qui viendrait après la pression exercée par les États-Unis. Je veux dire, parce que toute la vie, il n'y a eu qu'un seul parti, n'est-ce pas? Et ça, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est tout sauf de la démocratie, n'est-ce pas? Évidemment. Donc ça m'a vraiment interpellé. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui défendent des convictions de gauche ou de droite. Je peux parfaitement le comprendre. Ce que je ne peux pas comprendre, c'est les gens qui défendent les dictatures, qu'elles soient de droite ou de gauche. Ça, c'est autre chose que je ne peux pas accepter. C'est autre chose que je ne peux pas comprendre. Comment peut-il y avoir des personnes qui défendent quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Et encore moins qu'elles en sont des raisons pour cela. Un pays en ruine, n'est-ce pas? Alors, je veux dire, c'est encore plus inexplicable, n'est-ce pas? Mais ce qui serait un changement, ce serait qu'il y ait, eh bien, un changement qui pourrait être maquillé au début, mais qui devrait prendre forme et montrer qu'il est réel. Sinon, évidemment, les gens vont dire que c'est faux, non? Point. C'est fini. Mais bon, qu'est-ce qui se passe? Bon. Qu'il fait? Cela est proposé par la plateforme d'opposition appelée Conseil pour la transition démocratique de Cuba, qui a lancé hier une campagne pour faire une réforme constitutionnelle, ce qui serait une manière très pacifique de changer de gouvernement, sans coup d'État, sans attaque des États-Unis. C'est-à-dire, on s'en va petit à petit, et en plus, il y aura sûrement des gens, certains des jeunes, qui resteront dans ce nouveau gouvernement, n'est-ce pas? Et l'idée, c'est d'en finir avec ce monopole civique et politique que détient le Parti communiste de Cuba. Ce mouvement essaie donc de provoquer ce changement, de faire évoluer un peu le gouvernement qui est à Cuba
pour, dit-il, changer de perspective et qu'il y ait plus de représentativité sociale. Parce que, en ce moment, il n'existe que ce parti et c'est la seule chose qui est représentée. Donc, Ils veulent modifier un article, l'article 5, pour faire ce changement afin qu'il n'y ait plus seulement un parti unique, mais qu'il puisse y avoir différents partis sur l'île. c'est-à-dire, ce serait un changement impressionnant. Il se passe aussi des choses en Bolivie. Incroyable, oui. Exactement en Bolivie. En ce moment, le Congrès vient de donner le feu vert au président Rodrigo Paz pour déclarer l'état d'exception. Cela à cause des manifestations. Il faut rappeler que cela fait déjà 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines environ de manifestations constantes en Bolivie. C'est bien. En partie, c'est à cause d'Evo Morales, l'ancien président de la Bolivie, mais il y a aussi beaucoup de mécontentement de la part de certains syndicats et groupes. Et donc, avec cet état d'exception que le Congrès de Bolivie vient d'approuver pour le président, il pourrait utiliser l'armée et restreindre certaines libertés afin de freiner un peu ces manifestations qui ont lieu. Il y a aussi la question de la Bolivie qui est très importante. Les amis de Bolivie, s'il vous plaît, laissez vos commentaires. Comment voyez-vous cette situation ? J'espère que vous pourrez aussi nous donner votre avis, de même pour Cuba. Eh bien, il y a aussi d'autres sujets là-bas en Inde où se trouve le problème. En Inde, en ce moment, il y a une femme qui a été mise en quarantaine en raison d'une suspicion d'infection par le virus Ebola. Cette femme est allée en Ouganda dans un centre technologique et malheureusement, ils soupçonnent qu'elle pourrait avoir cette maladie. Le ministre de la Santé a annoncé la nouvelle aujourd'hui. Il s'appelle Javad Prakash Nadak, qui a déclaré que l'Inde n'avait encore signalé aucun cas de la maladie à l'OMS, mais bon, il la surveille de près. C'est une citoyenne, elle est ougandaise, elle a 28 ans. Elle est là-bas, elle travaille dans ce centre technologique situé à Bengaluru, en Inde, et elle a 28 ans, elle a présenté de légères douleurs corporelles, mais à part cela, elle est en bonne santé. C'est pourquoi elle reste en observation. Ils vont prélever des échantillons pour écarter la possibilité qu'elle ait l'Ebola, n'est-ce pas ? Bien sûr, imagine le problème que ce serait pour l'Inde. Avec La quantité de gens qui... et étant le pays le plus peuplé du monde, enfin, tu imagines, ce serait énorme. Ils doivent vraiment se bouger là-bas, les Indiens. Les Indiens, non, parce que sinon, non. Il ne faut même pas imaginer que ça échappe à tout contrôle, ce serait vraiment hallucinant. Passons donc à d'autres sujets importants. Polymarket a déjà été exclu, et en Espagne aussi. Oui, Polymarket, Kelsey, Calcio, peu importe le nom. Qu'est-il arrivé avec ça ? Ils ne peuvent plus opérer en Espagne car ils n'ont pas de licence de jeu, alors qu'ils devraient, puisque ce ne sont pas vraiment des paris. Bien sûr, donc le ministère de la Consommation a ouvert ce dossier pour sanctionner ces plateformes parce qu'elles n'ont pas la licence. Je pense que ce mouvement doit commencer au niveau international, car ce qui se passe avec Polymarket est grave, ça ressemble parfois à un épisode de Black Mirror. Quand tu vois ce que les gens sont prêts à faire juste pour gagner un peu d'argent, non ? Ces menaces envers les journalistes, ces choses que tu te dis, bon, ça n'a aucun sens, mais bon, ça génère pas mal d'argent, vraiment beaucoup d'argent. Oui, c'est vraiment dingue en ce moment. Un énorme salut à Juan Rojas. Je ne sais pas si tu regardes, mais il nous a écrit via Telegram. Un énorme salut et un grand merci à ceux qui sont sur Telegram. Sachez qu'on est toujours là, on y jette toujours un œil, et si vous nous envoyez un message ou quelque chose, on le voit immédiatement. Un grand merci à ceux qui sont connectés là-bas. Regardez, il y a une image, c'est celle-ci. Tu vois, c'est une image que les Iraniens ont publiée. Parce qu'aujourd'hui, l'idée a circulé qu'ils avaient été attaqués. En essayant d'arrêter ou au moins de tirer sur un F-35, les systèmes de défense aérospatiale des gardiens de la révolution iraniens ont détecté ce F-35 américain et montrent cette image, soi-disant, où ils ont lancé des missiles défensifs, obligeant l'appareil à se retirer. Non, il ne lui est rien arrivé, mais disons qu'ils ont détecté l'appareil, qu'il y avait des missiles qui arrivaient, et donc il a dû se retirer de la zone, et ils auraient soi-disant détruit un drone. En fait, ils ont montré les images du drone au sol, déjà détruit. Donc, bon, ce que je veux dire, c'est qu'ils montrent des images, mais les États-Unis n'ont pas encore réagi à cela. Non, ils sont super silencieux, ils ne veulent rien dire, ils ne veulent pas que tout soit gâché là-bas.
tout ce sujet-là, aujourd'hui, un personnage de la garde révolutionnaire est sorti en disant que les États-Unis le suppliaient de s'asseoir pour conclure un accord. Alors, Eh bien, c'est la même chose que dit Trump. oui, il dit la même chose. J'ai vérifié la note et Trump répète aussi cela. Comme on dit, tel père, tel fils, saga. C'est dingue, c'est tellement dans ce sens-là. En tout cas, c'est tellement précieux celui-ci. Eh bien, c'est comme ça, voilà. Eh bien, passons à d'autres sujets également importants. Juste ici, une remarque parce que ici on me dit Segundo Garcia, ce ne sont pas des Indiens, ce sont des hindous, pas des Indiens. Oui, le terme correct est de les appeler Indiens, hindous seulement s'ils pratiquent l'hindouisme, n'est-ce pas? C'est comme dire chrétien, n'est-ce pas? Il est chrétien, il est hindou. Là, c'est correct parce que tu parles de leur religion. Si tu veux parler des Indiens, c'est comme ça, Indien, n'est-ce pas? C'est un Indien, n'est-ce pas? Ça sonne bizarre. Ça sonne bizarre. Surtout pour les latino-américains, parce que pour nous, Indiens désignaient surtout, du moins avant, les peuples autochtones, non? Mais ce mot erroné a été utilisé par les Espagnols pensant être arrivés aux Indes. Exactement. À ce moment-là, le vrai Indien, c'est en Inde. Là-bas, c'est l'Indien. C'est là-bas, n'est-ce pas? C'est l'Indien. Et c'est correct de dire Indien ou Indien, n'est-ce pas? Et hindou ou hindou, c'est quand on pratique une religion. Alors, quand tu fais ces références, comme dire c'est un musulman, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il pratique l'islam, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est un chrétien, c'est un bouddhiste, ou c'est un indien, un hindou, pardon. Juste pour clarifier ce point, n'est-ce pas? Ça m'arrive souvent, parfois je le dis sans faire exprès et vous me corrigez immédiatement. Ce n'est pas que je l'ignore, c'est tout. C'est une habitude. C'est l'habitude, ce n'est pas soudain. Donc je le dis sans y penser et vous me rappelez qu'il faut dire indien, vous avez raison. Voilà, mais bon c'est comme ça, non? On dit ce sont les Indiens qui vivent en Inde, hindous ceux qui pratiquent l'hindouisme. Exactement. Francisco Arce résume là l'explication en 3 mots. Excellent. Merci Francisco. Salutations à Christy. Bonjour à tous. Je n'ai pas vu la notification aujourd'hui, mais je suis quand même arrivée, au moins pour les commentaires. Tu pourras revoir tout ce qui s'est passé, Christy. Salut Christy, comment tu vas? Tapatia à ceux qui sont ici, dans les villes hôtes de la Coupe du Monde, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On y est presque, ça va bientôt commencer. C'est pas mal, non? Je ne sais pas, j'imagine. Il n'a jamais rien fait à moitié, jamais. Non, 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 non. Mais c'est ce que je n'avais jamais vu. Je veux dire, même le climat, non? Ou bien si le climat est vraiment approprié. Vraiment, je me dis, mais parfois je commence même à penser à des choses étranges. Parce que comment est-ce possible? Il s'avère que je n'avais jamais vu un climat comme ça. Non, il n'y aura pas qu'un seul jour. Non, cette fois, le climat est vraiment magnifique. Tu te dis, bon, enfin, mais qui? Les extraterrestres sont là en train de réguler le climat, ou comment il s'appelle, Tlaloc, non? Tlaloc veut être là. Ils veulent du football, il veut du football, pas celui-ci, mais bon, ils sont à fond là-dedans. En train de peindre, de couper des petits arbres, je ne sais pas quoi, enfin, comme je fais. Bon, je ne te raconte pas, regardez, si vous pouvez voir, si on peut plus ou moins laisser comme ça. Bon, salutations. Il dit qu'on n'a même pas l'impression que la Coupe du Monde approche, il n'y a aucune excitation, dit Chrissy Krantz. Sinon, non, je ne sais pas, c'est peut-être ma perception, mais je ressens exactement la même chose que ce que tu dis. Ce que tu dis là. C'est comme si, à moins de vivre à côté ou d'être dans une ville où, bon, peut-être un peu plus. Mais même ici, il n'y a rien, non? Je ne dis pas qu'ils n'essaient pas, les maires, le gouverneur, mais ce n'est pas comme si, il y avait une super ambiance non plus. Non, tu ne le vois pas autant. Ils disent « Non, ce n'est pas ce que dit Marou, et j'aime le football, mais je ne paierai pas autant pour voir ses équipes. Ils préfèrent regarder la Coupe du Monde à la télévision, dit Marvin. Salutations, Marvin. » Et Marvin, ce sont 2 petits chiens. Marvin ne me dites pas, c'est un croisé berger allemand et chihuahua. Je n'arrive à rien voir. Pas ici. Aïe. Si tu vis ici, non. Ici, on ne voit pas, non. Mais... C'est bien, ce sont des salutations à Leonardo. On entend toujours une nouvelle où la Chine disait qu'elle avait des machines de lithographie ultraviolette extrême, des prototypes fonctionnels pour qu'en 2030, elle rattrape l'Occident et les microprocesseurs de 1,4 nanomètres.
Je ne sais pas si c'est ce cas, mais puisqu'on entend des rumeurs, voyons si la nouvelle n'est pas gâchée. On a entendu que la Chine aurait des prototypes de machines de lithographie ultraviolette extrême fonctionnelles pour 2030, monsieur le maire. Elle rattraperait l'Occident avec des microprocesseurs de 1,4 nanomètres. Oui, 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 ils sont là-dedans, oui, ils sont là-dedans, mais ils sont là-dedans. Mais à ma connaissance, ça n'a pas été approuvé, testé, tu vois. Oui, oui, pour 2030. Ouais, pour 2030, oui, moi. On verra bien en 2030. On verra, mais oui, je ne doute pas une seconde qu'ils font tout leur possible pour ça. Le message. Salut Leonardo, excellent. Francisco Arce dit « Ici à Mexico, il n'y a que des axolotls. » Parce que c'est déjà décoré, non? Oui, Robin Platy demande « Près de Guadeloupe, où se déroule la Coupe du Monde? Quelle émotion! Regarde, ils vont y aller. Ils vivent déjà l'ambiance de la Coupe du Monde, haha, alors que moi je ne ressens rien. » Regarde, on a le stade. Si je monte sur le toit, je vois le stade, oui. On est vraiment, vraiment, vraiment tout près. Si quelqu'un passe par ici, il suffit de nous crier un mot et je sortirai pour vous saluer. Non, on vit vraiment tout près du stade, tous les jours. Il n'y a pas moyen de ne pas le voir, le stade. Si je sors de la maison, je vais voir le stade, il n'y a pas d'autre possibilité. Donc on vit très près, en fait, quand il y a des matchs et tout ça, les gens se garent autour de la maison, en gros. Donc oui, c'est ça. Bon, on voit tout et on va être vraiment tout près, mais non, eh bien non. Et comment? C'est-à-dire, il faudrait... Tu devrais y aller à pied pour commencer parce qu'ils vont fermer les rues pendant 4 heures. On ne pourra apparemment pas sortir, ou si on sort, on ne reviendra pas. Mais c'est Pablo Oliva, je ne l'ai pas vu. C'est l'autre. C'est près d'ici, de toute façon, on pourrait y aller. Tu veux dire, à pied? Oui. Non, non. Je veux dire que pour aller en ville, c'est Monterrey. Ils ont expliqué comment ça va se passer. Je te le cherche tout à l'heure. Non, non, moi ce que je veux vraiment. Je voudrais ton garage, Pépé. Oui. Je sais, eh bien oui, c'est possible. Toute cette zone est privée, c'est-à-dire c'est un quartier privé. Alors, il faut savoir que les gardes savent déjà que quand il y a Cuando hay partido. un match, ils ferment, comme c'est-à-dire ils deviennent plus stricts. Alors, autour du quartier, ça se remplit de voitures. Avant, le quartier, enfin, on pouvait entrer, non. Ils entraînent d'une certaine manière, tu vois, c'est mon ami, des trucs comme ça. Et ils remplissaient, ils saturaient seulement tout le quartier. Donc bien sûr, si tu as, par exemple, une place libre dans ton garage, tu peux recevoir qui tu veux, n'est-ce pas? Par exemple, si un ami ou un membre de la famille vient, tu peux lui dire de rester là et de laisser sa voiture ici. En fait, mon frère a déjà laissé sa voiture ici quand il va voir les Rayados, non? Au moins une fois, c'est arrivé. Mais ce que je veux vraiment faire, enfin je veux faire parce que je n'ai demandé à personne, mais ce que j'aimerais vraiment faire, c'est qu'au moment de la Coupe du Monde, au moins m'approcher du stade. Je veux dire, il y aura des écrans et je ne sais pas quoi. Je ne sais pas à quelle distance tu peux t'approcher, mais tu peux sans doute marcher là-bas. Et donc je veux dire, si c'est possible, je vais m'approcher. Pour voir ce qu'il se passe, non? Au moins pour voir de près comment cela va se passer. Et je vous raconte après. Et bon, si c'est possible de diffuser, eh bien je diffuse, parce que toutes les lignes internet vont sûrement être saturées là-bas. Ou j'enregistre, n'est-ce pas? J'enregistre et ensuite je le publie. Mais ça va être super intéressant. C'est comme dans le métro en Inde où tu ne peux pas utiliser ton téléphone car c'est complètement fermé. C'est déjà complètement saturé. Salutations à Marilena qui est ici présente comme tous les jours, toute excitée quand commence le premier match. Marilena dit « Santé Marilena ». Bonjour Marilena, comment vas-tu? Salut? Et Robin dit « Ils ne vont pas te laisser entrer dans ton lotissement. Ha ha ha. » Peut-être non. Non, 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 oui, ils nous laissent entrer. Ce sont ceux d'en face. Avec eux, ça va être compliqué. Ils vont leur donner un... Ceux qui habitent presque en face du stade. Oui, ils vont leur donner comme une sorte d'insigne à accrocher sur la voiture pour qu'on les laisse passer. Maintenant, le problème, c'est par exemple les gens qui n'ont pas de voiture. Comment feront-ils? Les transports ne les rapprocheront pas. Ils devront marcher un moment. Heureusement, il n'y a pas tant de matchs, non? Mais oui, il y a comme 3 matchs ou 2 matchs. Je ne sais pas combien il y en a. Donc ce ne sera pas non plus super gênant. Et je suppose que la majorité des gens sera chez eux. Je pense qu'ils vont suspendre le travail, tout ça. Parce que la circulation va être horrible. Ici, Rosalinda dit quelque chose, mais je ne sais pas si c'est pour nous. Il va y avoir des grillades partout. Oui, Francis Archépé. Il réalise un reportage sur la Coupe du Monde. Tapatia explique ses intentions. Je l'ai connu grâce à mon père, passionné de corrida, et je l'ai vu de près. Je n'aime pas la fête à laquelle il invitait. Je le connais en personne, en fait. Anxiété. Oui, ma mère a été la maîtresse de ses enfants. Ils étaient très beaux. Les fils étaient beaux. Ils l'étaient. Eh bien oui. Le torero était toujours un peu comme ça. Les toreros ne sont pas laids, ils ont toujours un visage plutôt mignon. N'essaie-t-il pas toujours?
Oui, ils étaient sympas, les gars. Des salutations très typiques de Monterrey, c'est très caractéristique des gens de Monterrey. Être vraiment détendu. De février, c'est ce que je dis. Oui, ils sont assez détendus. Oui, dans la vidéo, non, vraiment détendu. Ceux venant d'autres zones sont très cool et détendus. Certaines zones. Il dit, ils ne te laisseront pas entrer dans quelques jours. Tu l'as lu. Leonardo, comment vas-tu? Oui, j'ai pensé à ça, peut-être me préparer quelques jours à l'avance. Oui, juste pour ne rien oublier, pour ne pas avoir à sortir, pour éviter de manquer quelque chose, tu vois. Les matchs ont lieu le week-end, non? Tu te prépares donc le vendredi? Je ne pense pas, je ne pense pas. Non, parce que tout s'enchaîne, alors non, ce sera quand ce sera le moment. Qui sait non comment ça va se passer, mais oui, la tendance c'est plutôt, oui c'est vrai, genre jeudi, enfin vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, dimanche. Oui, je suppose que oui. D'accord, on verra bien. Pépé, si tu as un drone avec caméra, fais-le voler et envoie des images depuis ton toit dans tous les hôtels. Tu sais, ce n'est pas une mauvaise idée. D'ici, depuis le toit, il arriverait facilement. Il arriverait facilement. Quelqu'un veut bien me prêter son DJI, non? Ou alors on fait une cagnotte ici pendant la Coupe du Monde. On achète un DJI. Le petit? Je ne sais pas. Non, Je ne me souviens pas. mais si. Oui, c'est très simple. D'accord. Il dit, Pépé, c'est oui, Omar. Eh bien, non, tu vois que ce n'est pas une mauvaise idée, ce n'est pas une mauvaise idée. Oui, si j'arrive à obtenir. On met le match, sinon la FIFA nous l'enlève. Non, sinon, ce n'est pas possible. Non, mais au moins pour voir. Pour voir le stade autour, je suppose que oui. Ce sera possible, non? Il y aura des zones, j'imagine qu'il y aura aussi du brouillage, non? Sûrement. Non, voyons, c'est bon. Et celui-ci dit, Martha, comment vas-tu? Très bonne soirée, merci beaucoup, Martha. Salutations. Rosalinda. Chris, si j'étais près de toi, je te prêterais volontiers mon drone. Merci beaucoup, Chris. Salutations à Martha Torres et bonne nuit à vous deux. Merci aussi à toi, Martha. Salutations. Salutations, le départ. Salutations également à Julien Campos Pascual. Il dit « En Espagne, nous attendons que la chute de Zapatero entraîne ce gouvernement de communistes et de séparatistes, c'est-à-dire, chaque jour, on découvre de nouveaux scandales. Déjà des saletés. Ils en sortent davantage, bien sûr, oui. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Nick Cave, 62 ans. Écoute, vraiment cet homme, je ne sais pas ce qu'il fait, on dirait qu'il se met au congélateur la nuit. C'est impressionnant. Mais regarde aussi combien? Combien? 60 combien? 62. Imaginez-vous arriver à 62 ans et vous voir libre. Oui, enfin non. La vérité, c'est que... C'est un bon défi. Je ne sais pas, l'autre jour j'ai vu ce qu'il mangeait et j'ai dit « Je ne sais pas. Oui, Vida. Je ne sais pas si je veux vivre en ne mangeant que du verre. » Celui-ci, oui. C'est que celui-là, c'est différent. Très strict, il est caché. Oui. Salutations à Roby. Je suis bien à la boulangerie, je mange un menu d'eau, je vous écoute et mon portable va bientôt s'éteindre. Si mon téléphone s'éteint après la transmission, dans quelle partie des parcs vous vous trouvez? Je suis allé au Palax il y a environ 2 mois, mais pas au classique, parce qu'on y allait toujours. Bon, on y est allé, il y en a 3, non? Celui de Colón, celui de San Geronimo et ce nouveau. Non, celui de Luis Pardo. Obispado, celui de Luis Obispado et celui de Madero. Celui de Madero, oui c'est vrai, c'est Madero. Oui, non, exactement. Celui de Madero, celui d'Obispado. On n'est allé qu'à ceux-là. Nous y sommes allés souvent, mais non. Je n'y étais pas allé. Et toi non plus, n'est-ce pas? Non. Je suis venu, je ne suis pas venu, ça va me brûler. Oui, non. Emmène-moi. Par là. Celui-ci est un ami en visite et arrêtez de chercher le Palax dans le Palax. Je n'y suis pas allé, c'est celui qui était là-bas près du Tech et il est vraiment sympa. Oui, il est vraiment sympa. Celui-ci, je ne me plains pas, la nourriture est très bonne. Qu'as-tu fait de chanceux chez Garza, Sada? Eh bien, c'est le dernier où je suis allé. Oui, celui d'Urban Village s'appelle Saludo Savic. On dit que le Fonfest devrait être méga bondé avec les groupes invités comme Imagine Dragon. Oui, il va vraiment y avoir beaucoup de monde. Voilà. En Pologne, ils utilisent des drones pour repérer les petits chiens maltraités ou en danger, puis vont les récupérer, dit-elle. Le drone les emmène ou comment ça se passe? Eh bien, les Palax sont toujours ouverts, 24 heures sur 24. N'est-ce pas? Je n'en doutais pas. Je ne connaissais pas le Palax. Celui-là aussi dit, me regarde, si c'est pour les amis qui nous écoutent et qui passent par Monterrey, le Palax est ouvert 24 heures sur 24. Tout comme l'AL qui est aussi très intéressant, l'AL. D'ailleurs, ouvert 24 heures sur 24, l'AL en fait n'avait pas fermé depuis environ 50 ans. Imaginez-vous, pas un seul jour? Même pendant la pandémie, rien ne l'arrêtait, quoi qu'il arrive. Ils ne fermèrent jamais celui-ci, sauf il y a quelques années. Tu te souviens qu'ils ont changé toute la tuyauterie de gaz parce qu'elle datait de longtemps. Imaginez ma mère qui, dans les années 40, ou dans les années 50, elle y allait quand elle partait aux États-Unis. Oui, il passait juste par là. Imagine. Tu vois beaucoup d'histoires là-bas.
Tu n'as même pas besoin d'être écrivain, il suffit de t'asseoir là. Et si tu y vas une semaine d'affilée, tu vas voir toutes sortes d'histoires. Je veux dire, c'est vraiment beau, c'est très intéressant parce que tu vois de tout. Là-bas, tu peux croiser aussi bien un petit ivrogne noctambule qu'un gouverneur. Oui, ça peut être un politicien. Tu peux croiser tout le monde, non. Donc c'est très intéressant. Ce sont toujours des endroits comme ça. Et pour celui qui s'y connaît ou qui aime le tourisme plus authentique. Non, je pense qu'ils iront toujours là-bas parce qu'il y a aussi de la nourriture typique d'ici et tu vois beaucoup de gens très typiques d'ici. N'est-ce pas ? Par exemple, il t'arrive parfois d'assister à une fête de mariage. Oui, ils vont là-bas. Beaucoup de gens qui viennent de leur mariage et quand tout est fini. Ils sont encore un peu ivres, pas complètement saouls, et ils disent toujours « allons manger du menudo ». Et donc ils vont manger du menudo, au Palax ou quelque chose comme ça. Et ils continuent, non, déjà en mode fête après le mariage. Ils disent que sous le gouvernement précédent, celui de Boric au Chili, 9,5 milliards de dollars ont disparu. Italo ajoute que cela n'arrive pas seulement en Espagne. Salutations à Antonio Matal, qui nous salue depuis Guasajajaxi, au Texas. Et Chris Christie dit aussi « Je l'ai appris parce que, comme je n'aime pas trop voler non plus, je suis tombé une fois sur cette histoire de Lenny. Et il est en train de manger des tacos sur la route. Ou je l'accepte en train de manger des tacos. » Je ne t'ai jamais raconté qu'il mangeait des tacos, c'est fou. Oui, il mange parfois comme ça, tu vois. Il mange des trucs. Dit Roby, oui, c'est très bon pour ceux qui viennent à Monterrey. Ici, c'est ouvert 24 heures sur 24, c'est excellent. Roby, oui, le Palax, même le café est délicieux. Oui, Oui, c'est vrai. mon préféré, on va lui demander d'en faire la promo. Je vais lui parler de Palax. Sponsorisez-nous. Le meilleur au Palax, c'est la sauce molle. On ne s'en rend pas compte, mais c'est vrai. C'est-à-dire, ils te mettent presque tout le poulet entier comme ça, et l'autre chose, c'est la salade, celle qui vient avec de la viande grillée, non ? Celui qui ressemble à un bol comme ça. Des haricots et du porc avec de la sauce, de la salade, des morceaux de ces tortillas dures. Ah non, j'adore. J'adore, j'aime qu'ils mettent des haricots, enfin qu'ils mettent des petits morceaux de haricots, je crois que c'est de l'avocat. Il y a beaucoup de choses là-bas. Voilà, le commentaire complet. Pardon, Christy, dit-elle. Petite anecdote, ce Kravitz a une peur panique de l'avion. Il évite de le faire autant que possible. Quand il a eu un concert au Mexique, ils l'ont emmené en voiture. Et il traverse les villages. Et elle dit « Je l'ai appris parce que moi non plus je n'aime pas trop voler, et un jour je suis tombée sur une histoire de Lenny qui mangeait des tacos sur les routes. » Regarde. Regarde, ah ça y est, je t'ai comprise. Oui, non, bah c'est cool. Enfin non, on voit que... C'est compliqué parce que tu dois beaucoup voyager dans cette filière. Oui. Imagine et ne pas pouvoir prendre l'avion. Eh bien, il vole peu, maintenant j'imagine, mais il doit voler. Je veux dire, il n'y a pas d'autre choix. Et si vous avez vu, il y a un genre de reportage sur sa maison au Brésil, c'est hallucinant. Je veux dire, C'est vraiment le paradis, elle est superbe. La seule chose que je n'aime pas, c'est ce qu'il mange. Mais sa maison est splendide. oui, elle est vraiment géniale, Je trouve ça très drôle que leur fille soit ainsi. Kravitz dit qu'elle pense que son père ne connaît pas les chemises non transparentes, car à sa connaissance, il a toujours porté des chemises transparentes. En vérité, si t'as un ventre comme ça, pourquoi pas ? Moi aussi, honnêtement, si un jour j'arrive à avoir des abdos comme ça, eh bien, je vais laisser sortir mon côté exhibitionniste et je vais me balader comme ça. Quelqu'un l'a déjà envoyé en résille ? Chemise en résille, non, pas comme ça, j'en ai pas, j'ai mon style. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'il te disait ? Eh bien, sans chemise, avec chemise et avec veste sans chemise, et c'est que, enfin... Comme ça, par hasard, laisse-moi prendre ça, non ? Et il soulève sa chemise, tu vois les abdos à la place du ventre, non ? Eh bien non. Gardez la vidéo. En jouant en Corée, les Coréens sont venus nombreux. J'espère qu'il y aura des réductions à la caisse. Oui, c'est vrai, non ? Partout, il y a des Coréens ici. L'autre jour, nous sommes allés dans un café coréen là-bas à l'Obispado, et je me rends compte que c'est comme si tous les Coréens se mettaient d'accord pour aller à ce café. Il y en avait plein. Oui, nous étions les touristes, là, vraiment. Oui, enfin, il y avait beaucoup de Coréens qui amenaient leurs petites amies mexicaines ou leurs amis mexicains. Donc tu te rends compte à quel point eux aussi soutiennent les leurs. N'est-ce pas ? Oui, c'est juste qu'on est arrivé tard. C'est-à-dire, comme c'est un café et qu'ils font eux-mêmes leur pain, si tu arrives tard, il n'y en a plus. En gros... Elle dit que si Pepe Kravitz, ce serait bien. Trop cool au journal télévisé, tout rockstar, et maintenant maquillé en noir, avec une chemise en résille. La chemise en résille, bon, peut-être pas, mais bon, pareil, oui, avec la veste, mais sans chemise. Bon, enfin, plus que ça. On dirait qu'on voit, à travers les petits carreaux... Alors, voyons avec tes cheveux, mec.
Eh bien, plus de barbe, non. Plus de barbe, avec quelques tresses. Si ça ne sort pas ici, ça sort ailleurs, non. Quelques tresses avec de petits anneaux métalliques, façon viking. Ça oui, je le ferai, les tresses. Le plus dur, c'est d'avoir la patience de tenir. Parce qu'il y a un moment, Où la barbe te désespère. il y a un stade où la barbe est comme ça, tu vois, dans tous les sens. Si tu mets des petits carrés pour un déguisement, je préfère t'en acheter un. Il n'y a pas d'espoir. Sois plus rapide, cool. Bon, c'est vrai, ça prend du temps, mais bon. Le bon côté, c'est que lui, il n'est pas jaloux, tu sais. Non, ce n'est pas vrai, mais moi, je veux avoir des abdos un jour pour voir si tu es jalouse. Pour voir si. Si tu me laisses montrer mon côté exhibitionniste, Eh ben, vas-y, on va voir ce qui se passe alors. dis-lui que ce doivent être des abdos. Parle-lui. Vas-y, parle. Il dit « Merci beaucoup aussi, comment tu vas ?» dit Ibarra. « Merci beaucoup. Au fait, aux membres de la chaîne, merci beaucoup de nous soutenir aussi de façon aussi constante. Vraiment, c'est très apprécié. » Eh bien, tout ça, tout ce soutien est extrêmement important pour la chaîne. Sachez que vraiment ce petit plus, non ? Pour nous, c'est vraiment très important. Salutations à Jalala et excellent Robbie. Salutations, Issa. Et chérie, allons-y. Allez, les gars, souvenez-vous qu'on est sur WhatsApp, on est sur Telegram, c'est là qu'on vous envoie la notification des directs. N'oubliez pas d'activer la petite cloche là-bas aussi. Sinon, non, vous n'allez pas l'entendre, mais on est aussi sur Facebook, Instagram et X. Super, alors Pépé, tu as dit quoi ? Super, portez-vous bien. À demain. Nous interrompons votre programme habituel. Merci de vous être connecté à la Verdade. C'est... Pépé... En direct, la vérité est intense, l'insolite est réel. Nous l'analysons ici. Approche globale. Ne reste pas à l'écart. Connecte-toi à la chaîne Pépé en direct. Avec Pépé et Astrid aux commandes, qui disent les choses franchement. Journalisme brut. Ici, on respecte. Active l'alerte. Ne perds pas le fil jusqu'à la prochaine fois. Oui, monsieur. On fait l'appel, abonne-toi. Pépé en direct dans la place.